Alors, messieurs, vous venez d'assister à la présentation d'une étude sociologique parfaitement inédite et totalement éclairante. Donc, très rapidement, je vous propose de faire un petit tour de table, 2 minutes chacun, pour nous dire ce que vous retenez les uns et les autres de cette étude. Tout d'abord, vous, Albert Lottmann, pour la Mutualité française, qu'est-ce que vous retenez de cette étude? Quel est le fait marquant? En tout cas, quelle est l'information? Quel est l'élément qui vous a le plus frappé? Je ne sais pas si j'ai quelque chose de très pertinent à dire sur l'étude qu'on vient d'entendre. Moi, j'ai trouvé la conclusion un peu démagogique. Pour être tout à fait honnête, pour entrer fort dans le débat. Le débat tout à l'heure, mais l'étude, voilà. Bon, je connais aucune profession qui ne soit pas prudentielle avec la définition que vous donnez, en tout cas aucune profession de santé. Mais on est très conscient, en tout cas moi je partage complètement l'idée que l'audioprothésiste est bien un professionnel de santé et que son rôle d'accompagnement, de conseil, etc. est déterminant, pas seulement sur la dimension psychologique, mais si on veut effectivement avoir de l'efficience dans le système, il faut à la fois un équipement et il faut que cet équipement il soit porté, il corresponde. Et cette dimension de service est tout à fait importante. Donc, bon, là-dessus, nous, on partage la position de la profession depuis longtemps. L'étude montre bien l'importance de ce rôle. Ensuite, voilà, on est de toute façon aujourd'hui sur des sujets qui sont ces sujets du reste à charge zéro sur des on va y revenir si vous voulez bien. Fragilité. Et donc on voit bien, l'étude nous dit on a un public qui est souvent autour des audioprothèses, un public fragile qui a besoin d'accompagnement. On n'est pas complètement surpris. Jean-Paul Lacan pour le CETIP, s'il vous plaît, quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous avez retenu? Ça va être très rapide parce que d'abord, 1000 excuses, je suis arrivé un petit peu en retard, donc, même par rapport à l'orateur, par rapport au président, donc pour des questions de transport, donc j'ai pas tout entendu. Bon, je vais juste dire qu'effectivement, et je le disais à Louise Godineau, chacun on a des métiers, on les fait bien ou le plus correctement. Donc je vais faire juste un trait d'humour en disant que l'approche prudentielle m'a beaucoup interpellé puisque c'est effectivement quelque chose qui nous les assureurs, et quel que soit le code qui nous régit, c'est tous les jours, puisqu'il faut qu'on soit à l'équilibre et qu'on puisse effectivement servir des patients qui sont aussi des assurés. Arnaud Schneeweiss, pour la FFA, les assureurs, vous avez été surpris par les conclusions de cette étude? Oui, je suis surpris par le micro. Non, je ne suis pas surpris par les conclusions. Vive la sociologie, vive les travaux de sciences politiques. Voilà, moi j'ai fait des études de sciences politiques quand j'étais petit, donc ça me plaît beaucoup que vous ayez cette approche-là. Après, sur les constats ou les exemples qui ont été donnés, les cas très concrets, c'est toujours très intéressant. Ça ne peut faire que confirmer des choses que l'on sait et qui justifient d'ailleurs les préoccupations du gouvernement. C'est-à-dire que oui, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore appareillées par rapport au potentiel de besoins de la population française. La question des coûts, a été évoquée dans l'étude. Voilà, et du reste à charge élevé. On a entendu des exemples où les gens se préoccupaient des coûts. La question du suivi dans le temps. Dans l'étude, on citait une personne de 94 ans qui commence à s'appareiller à cet âge-là. Ça pose la question de pour combien de temps est-ce qu'on s'engage à ses côtés? Est-ce que c'est raisonnable de s'engager pour une période de 5 ans avec une personne de 94 ans. Donc voilà, il y avait plein de questions intéressantes qu'on va pouvoir développer dans notre discussion. Nous allons y venir. Jean-Michel Klein, pour les ORL, vous j'imagine, vous n'avez pas été surpris par les conclusions de l'étude? Non, excusez-moi, oui. Je n'ai pas tout entendu, mais j'ai lu ce document. Je dirais que simplement, ça effectivement confirme qu'il faut le bon appareil, le bon audio avec le bon patient. Et donc, c'est notre objectif et c'est pour ça que nous sommes là dans les meilleures conditions de tarif.
Après, on va en débattre, hein, comme il était dit, mais bon, ça, je ne dis pas que ça enfonce les portes ouvertes, mais ça confirme le rôle essentiel de l'homme par rapport à toutes les nouvelles technologies qui apparaissent. Éric Bizaguet, pour le Sénat, même question. C'est un petit peu la même chose, c'est un redite en fin de compte. J'ai une joie très grande, c'est que je vois mon métier. Je ne suis pas un commerçant, je suis un professionnel de santé. J'accompagne des gens, je les aide à vivre, à mieux vivre. Et même si on a 94 ans, on a le droit de vivre. Et je pense que c'est très très important à ce niveau-là. Et je pense que c'est vraiment un point très très capital. On est dans un système où on a des patients fragiles, vous l'avez signalé. On est opérateur dépendant, c'est-à-dire que la qualité de notre service donne l'observance, donne une qualité de vie. Et je crois qu'on doit nous laisser pratiquer notre métier dans des bonnes conditions. Donc on va en discuter après, puisque c'est le RAC 0. Voilà, Louise Godino, vous nous confirmez que cette étude elle a été réalisée en toute indépendance et lorsque les sociologues ont écrit qu'il y avait une co-construction de l'efficacité de l'appareillage et de la profession, c'est quelque chose qui, j'imagine, va dans le sens de tout ce que vous avez cherché à démontrer, dont vous avez cherché à convaincre les assurances complémentaires qui sont ici autour de la table depuis fort longtemps. Les assurances complémentaires, mais aussi la direction de la sécurité sociale, dont 2 membres devraient être dans la salle. Je ne les ai pas vus, mais en tout cas, ils sont inscrits. Oui, bien sûr, parce que quelque part, les collègues se disent tout ça pour ça, mais oui, c'est ce qu'on fait tous les jours. Oui, vous le savez, mais il n'y a que vous qui le savez. Et par ailleurs, il y a vraiment une différence de perception. Je me permettrai un mot sur le fait que c'est un métier prudentiel, comme tous les métiers de santé. Il y a quelques années, on avait ici, à l'époque, on n'était pas dans le débat public, on était plutôt dans les polémiques. On avait ici un célèbre opticien qui vendait le 2e appareil à 1 euro. Est-ce que vous croyez vraiment que ça correspond à un métier prudentiel? Donc je veux dire, on est en train, et qui fait cette publicité, d'après ce qu'on m'a dit encore récemment. Donc voilà, est-ce qu'il y a vraiment un problème? Est-ce que c'est un métier prudentiel ou est-ce que c'est le 2e appareil à 1 euro? Donc ça va bien au-delà en effet de cette frontière. Donc on est en plein dans ce problème aujourd'hui. Bien évidemment, aujourd'hui on a une promesse présidentielle et donc depuis l'année dernière, tout le monde a dû travailler dessus et aujourd'hui il ne fait plus de doute que c'est un métier de santé, un métier prudentiel, mais on vient de très loin. Et c'est justement par des travaux de cette qualité, enfin des observateurs extérieurs, qu'on avance et que des choses qui paraissent évidentes à des bons connaisseurs de la santé, comme vous-même, vont pouvoir prendre un nouveau relief et aussi rassurer nos collègues qui, pendant des années, ne se reconnaissaient pas dans ce qui était dit, prononcé, polémiqué un peu partout. Voilà. Donc c'est pour ça que nous, on en est très satisfaits, même s'il y a des aspects l'étude a été totalement indépendante, hein, je l'ai lu à la fin, je l'ai lu il y a 1 semaine et demie, oui, donc je vous le confirme, mais c'était le but. On connaît notre métier, nous on veut des études, on a demandé des rapports IGAS qu'on n'a pas eu, on a demandé au cabinet de faire on demande des études notamment sur les questions de découplage dont on va parler forcément tout à l'heure, on demande des études à la Haute Autorité de Santé parce qu'on est très confortable, mais il faut juste que les études soient faites et que les décisions ne soient pas faites sans études, et je crois que les aspects d'appel à la prudence de votre conclusion nous vont très bien. Alors la discussion, messieurs, qui va être la nôtre à présent, vise non pas à vous opposer, à vous antagoniser les uns les autres, je le dis dans un but de polémique, hein, mais elle vise à vous permettre d'exposer les positions, les propositions que vous avez mises sur la table dans le cadre de cette concertation qui a débuté au mois de janvier. Nous sommes le 23 mars, donc nous sommes à mi-parcours et donc il est intéressant à ce stade de faire un petit peu le bilan de ce qui est sur la table et de voir un petit peu où en sont chacun des acteurs à ce stade. Et nous allons commencer avec vous, Albert Lottmann. La Mutualité française a formulé un ensemble de propositions et de pistes de réflexion qu'elle a exprimées publiquement en décembre. Et vous avez préconisé, en tout cas la Mutualité française a préconisé d'agir à la fois sur les remboursements et sur les tarifs, bon, ce qui paraît en effet logique et qui pourrait d'une certaine manière rejoindre certaines propositions qui ont été formulées ailleurs. Alors où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et précisément qu'avez-vous mis sur la table ? Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Ça va être compliqué parce qu'on en est un peu, dans l'encrier là. Donc,
moi, je pense qu'il faut attendre que les travaux avec les pouvoirs publics avancent. Donc, là où je suis plus à l'aise, c'est vous dire quelle est la position de la Mutualité française. La position de la Mutualité française, d'abord, c'est de soutenir l'ambition des pouvoirs publics. Nous, on est convaincus que le sujet du reste à charge, notamment sur le secteur de l'audition, est un vrai sujet majeur. Ça a été dit, y compris il y a quelques minutes dans l'étude. On a des restes à charge qui sont très importants. On a une... Alors, on peut toujours discuter sur savoir est-ce que la barrière financière est une vraie barrière qui explique du sous-équipement, ou est-ce que quand il y a un vrai besoin, les gens finissent par trouver les moyens d'eux. Mais malgré tout, dans un contexte où le pouvoir d'achat sur une partie des Français, pas seulement des retraités, mais aussi des retraités, est un sujet en soi, le sujet financier est important, et donc c'est bien que le gouvernement ait un projet de réduire le reste à charge. Ensuite, nous pensons qu'il faut concilier une logique d'accès de l'ensemble de la population à un panier de soins nécessaires, dans l'audition comme dans d'autres secteurs, et donc travailler à la fois sur une offre de qualité avec des prix limites de vente, parce qu'on ne peut pas aborder le sujet du reste à charge s'il n'y a pas une question de prix limite de vente, mais qu'il faut concilier cette question de l'accès et de l'égalité sur l'ensemble du territoire avec de la liberté. Et donc nous, dans les propositions de la Mutualité française, l'idée, c'était pas de surréglementer la totalité du secteur de l'audition, de l'audioprothèse. Voilà, donc l'idée, c'était mettons-nous d'accord sur quel est le niveau d'équipement de qualité auquel chacun doit pouvoir avoir accès sans reste à charge. Identifions là-dessus des prix de référence ou des prix plafond. Enfin, faisons ce travail pas uniquement dans une approche technocratique, mais bien par un dialogue entre les professionnels concernés, les financeurs, assurance maladie obligatoire et les complémentaires, et la puissance publique. Et puis, il y avait des choses sur lesquelles on rejoignait des revendications, notamment de l'UNSAF, sur le fait qu'on atteindra le reste à charge zéro dans cette perspective-là que si l'assurance maladie obligatoire fait un effort substantiel. Je ne dirais pas la même chose sur d'autres domaines. Par exemple, sur l'audition, sur l'optique, je veux dire. Sur l'optique, pour nous, le sujet du reste à charge zéro n'est pas un sujet de mettre plus de moyens. Il y a d'autres sujets, mais en audition, en audioprothèse, on a besoin de demander un effort aux complémentaires. Ça, nous, on l'a bien compris. Et donc, vous comprenez à travers ce que je dis qu'on n'y est pas opposé. Mais l'effort, sauf à entraîner des augmentations des contrats des complémentaires, ce qui n'est pas le projet, en tout cas, nous on est dans une injonction un peu paradoxale des pouvoirs publics qui veulent à la fois le reste à charge zéro, mais qu'on n'augmente pas le prix des garanties des complémentaires santé, et donc tout ça doit se faire avec un effort important de l'assurance maladie obligatoire. Voilà un peu globalement quel est notre schéma un peu général, et donc on a vu. Donc, il fallait revoir la nomenclature, il y avait un consensus, il y a des travaux très techniques qui sont engagés, on les découvre, nous, en même temps que vous, on n'est pas un acteur de ce chantier-là, et donc on a, là en ce moment, toutes les semaines, un certain nombre de réunions techniques avec la direction de la sécurité sociale. Et donc, je pense que c'est pas c'est vrai qu'on peut avoir des premières impressions comme ça, mais je pense qu'il faut laisser la discussion avec les pouvoirs publics avancer. Et voilà, on y verra plus clair au mois d'avril. Mais il faudra qu'on ait, quelque chose qui soit construit. Il y a des efforts évidemment qui vont être demandés aux financeurs. Il y a aussi des efforts qui vont être demandés à la profession. Le fait même d'instaurer des prix limites, etc.,
en tout cas sur un panier de soins qualitatif qui serait rendu accessible, est un effort, et en même temps, la meilleure solvabilisation devrait permettre moins de renoncements, et voilà, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à mettre en place et à voir. Le dernier point que je voulais dire, et après je me tais, c'est qu'une des propositions de la Mutualité française, alors là, il peut y avoir débat, mais nous, notre sentiment, c'est qu'il faudrait arriver à mettre plus de liens entre la prescription au regard du besoin du patient et le niveau d'équipement, et que quand on fait des comparaisons internationales, on a des pays où le niveau de vie en Europe, des voisins dont le niveau de vie moyen est inférieur au nôtre, le niveau de vie moyen des retraités, par exemple, est inférieur à celui de la France, et où les taux d'équipement sont bien meilleurs. Et quand on essaye de comprendre pourquoi en Espagne, par exemple, le taux d'équipement est nettement supérieur à celui de la France, on voit qu'il y a plus de liens entre en tout cas nous on a le sentiment, bon, voilà, on va en parler, qu'il y a en France à renforcer le lien entre la classe d'équipement, le niveau d'équipement et le besoin, l'indication thérapeutique. Et donc, en tout cas, nous, on est très favorable à ce que la primo-prescription soit de la compétence de l'ORL. Et on pense que c'est un des sujets qui est aussi à mettre sur la table dans cette période où on réfléchit. Donc il y a le sujet du reste à charge, mais il y a un sujet plus global sur l'organisation qui nous paraît devoir être aussi débattu. Albert Lottmann, arrêtez-moi si je me trompe, mais j'ai cru lire dans la presse aussi que la Mutualité française souhaitait revoir le numerus clausus. On sait que la Mutualité a des centres d'audioprothèse mutualistes. C'est pour créer des centres d'audioprothèse mutualistes. Je vous taquine, hein, pardonnez-moi. Non, mais pas spécialement, mais nous, voilà, alors, je disais tout à l'heure, on a des points de convergence avec l'UNSAF, on a des points de divergence avec la profession aussi, parfois. Nous, on pense effectivement qu'on a un ratio d'opticiens par habitant en France qui est tout à fait atypique et qui est sans comparaison avec tous les autres pays comparables à la France. En revanche, quand on fait des comparaisons internationales, on voit que le nombre d'audioprothésistes est très en deçà des autres pays comparables, qu'on a un numerus clausus qui est un frein. Aujourd'hui, chaque fois qu'un audioprothésiste s'installe quelque part, on voit que très rapidement, le taux d'équipement de la zone où il s'installe augmente de façon assez forte. Et donc pour nous, il y a un sujet. Alors il ne s'agit pas tout d'un coup de former des milliers d'audioprothésistes, mais moi j'invite chacun à avoir une approche qui n'est pas corporatiste sur le sujet. Si on pense qu'il y a des besoins, et alors en plus, si on rentre dans le sujet, dans les écrits de l'UNSAF, on nous dit, mais il y a une petite contestation sur des éléments sur la renonciation aux soins du fait du reste à charge, en disant finalement, j'ai lu des articles que vous avez publiés sur la demande est complètement inélastique au prix, donc les gens finalement finissent toujours par s'équiper. Et donc il y a d'autres explications au sous-équipement. Dans tous les autres pays, quand on a diminué le reste à charge, on a augmenté de façon importante le taux d'équipement. Dans tous les autres pays, on n'a pas baissé le niveau on va dire, d'utilisation des équipements qui étaient... Parce que ça aussi, c'est un argument. On va vendre beaucoup d'équipements, mais les gens ne les porteront pas, etc. parce que c'est gratuit. Et si c'est gratuit, ça n'a pas la même valeur. On voit bien que sur le tiers payant, d'autres professionnels de santé ont un peu le même type de réflexe. Il faut que ça coûte cher pour que ça ait de la valeur, etc. Nous, alors à la Mutualité française, on ne partage pas du tout cette vision. Et les comparaisons dans d'autres pays, en Allemagne, etc., ne montrent pas ça. Voilà, donc... il y a des sujets de débat, il faut qu'on y travaille, et nous, voilà, donc on veut pas, c'est pas le projet de la Mutualité française de couvrir le territoire voilà, là, moi, je parle plutôt en tant qu'assureur complémentaire, préoccupé de l'accès aux soins, voilà, l'accès aux soins, c'est à la fois un problème financier, et c'est aussi un problème d'accès facile aux professionnels.
Merci. Alors à présent, je me tourne vers Jean-Paul Lacan pour le CETIP. Le CETIP a exposé début février sa stratégie en matière de reste à charge zéro. Et si j'ai bien compris, pour vous, la solution passe par un renforcement et une structuration des réseaux de soins. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Entre autres, puisque on a effectivement communiqué sur 5 points. Et pourquoi sur les réseaux de soins? Donc, d'abord une petite précision au niveau vocabulaire. Bon, le terme réseau de soins, de temps en temps, peut être aussi appelé plateforme. Donc, mais je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. C'est qu'effectivement, depuis que ces réseaux de soins ont été mis en place, je crois qu'il faut être chacun dans le rôle, dans le métier que l'on fait. Très clairement, que ce soit la mutualité, la FFA ou nous sommes des assureurs complémentaires. Et donc, on fait un métier dans lequel on encaisse des cotisations, on paye des prestations, on constitue des provisions, on est sous contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. C'est-à-dire que nous devons être à l'équilibre d'une manière constante. On ne peut pas, et Albert l'a souligné tout à l'heure en disant effectivement on est dans un paradoxe quand même assez important dans le fait qu'il faut augmenter des prestations mais sans augmenter les cotisations. Ça c'est quand même quelque chose qui est assez problématique. On n'a pas de possibilité d'amortir effectivement les dettes comme le régime de base peut le faire. Donc pourquoi les réseaux de soins? Pour répondre à votre question, c'est que tout simplement à un instant donné, on s'est aperçu qu'à la fois, dans l'intérêt à la fois donc, de l'assuré qui est aussi un patient, c'est de pouvoir maîtriser l'évolution des dépenses de santé. Et donc à travers les réseaux de soins qui ont été mis en place, dont vous connaissez certains, hein, donc peut-être certains sont connus plus que d'autres, ces réseaux ont permis, en s'adressant à un certain nombre de professionnels de santé, et plus précisément dans l'optique d'ailleurs, hein, optique, et puis aussi audioprothésiste et aussi un petit peu dentaire. Donc ça a pu donc permettre effectivement de faire évoluer les dépenses de santé d'une manière moins importante et donc de faire progresser les taux de cotisation d'une manière nettement moins importante. Donc, je veux dire, tout le monde a été gagnant dans cette affaire-là. Donc c'est pour ça que nous, on a continué à insister sur les réseaux de soins. Et ce que je voudrais dire en continuant sur ce sujet, quand on fait un métier, et ça a été souligné au départ, donc moi, pour revenir un peu sur la question que vous avez posée à Albert, là on est quand même dans l'encrier comme il l'a dit, mais d'une manière relativement importante. Donc on ne peut pas non plus, d'un certain côté, avoir une appréciation au niveau national comme elle peut être au niveau du régime de base. Au niveau donc des régimes complémentaires, nous avons des contrats ou individuels ou collectifs. Là, je suis mieux placé pour parler du collectif, qui effectivement sont des contrats soit avec des individus, comme bien évidemment, ou avec des entreprises ou des branches. Et donc, ils doivent être équilibrés. Si effectivement on veut aller vers quelque chose qui, au bout du compte, est totalement stabilisé, je ne vois pas. Il peut y avoir des contrats déficitaires et puis des contrats excédentaires. Je ne sais pas comment on fera la compensation. Il faut savoir aujourd'hui que dans ces domaines-là, si je vais être un petit peu, même pas excessif, si on regarde, là je regardais donc encore hier soir, finalement nous subventionnons, les complémentaires subventionnent le régime de base d'une manière significative. Et donc je pense que si on continue comme ça, ça va embellir. En plus, nous sommes sous contrôle de la CPR, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on ne peut pas être dans une situation déficitaire. En plus, on paie des impôts. On paie des impôts d'une manière relativement... Et souvent, on apparaît aussi comme des méchants. Alors, donc, vous voyez qu'au bout du compte, on va faire peut-être une enquête sociologique pour savoir effectivement comment on est perçu. Et juste un chiffre pour... ça, c'est au niveau collectif. Aujourd'hui, quand on demande une cotisation de 100 €, si on regarde, alors en faisant quelques hypothèses sur les impôts sur le revenu, il y a 37 € qui sont... la conséquence d'une cotisation de 100 € amène 37 € dans les caisses de l'État. Je ne vois pas pourquoi l'État ne continuerait pas, effectivement, à profiter de cette situation.
Jean-Paul Lacan, vous avez quand même des petits avantages à travers les contrats responsables. Allons. Vous trouvez que c'est des avantages au niveau des contrats responsables ? Enfin, moi, je dis que quand on fait un métier, le métier, c'est effectivement de maîtriser le risque, etc. Non, on est dans une situation où, moi, je vois de plus en plus, effectivement, un certain nombre de règles, bon, sur des questions de santé, mais un certain nombre de règles qui vont de plus en plus dans le sens où, effectivement, je ne sais pas si c'est plus un métier d'assureur que nous faisons. Ce n'est plus un métier d'assureur que nous faisons, effectivement. On fait plus du prêt à la consommation pour les lunettes ou pour d'autres choses. Ce n'est plus un métier d'assureur. Où est le risque ? Alors, et si c'est pour effectivement financer d'une manière à travers des négociations au niveau des médecins, oui, je ne vais pas parler de ce qui nous attend sur le RAC, d'une manière des forfaits, etc., et sans pouvoir apparaître comme en plus ni visible, ni quoi que ce soit, il y a quand même de quoi se poser quelques questions. Donc je ne les vois pas très bien, les avantages. Fiscaux. Fiscaux ? Vous avez une contrepartie fiscale sur les contrats responsables. Mais une contrepartie, mais enfin, on paye si je pense que c'est 13,27. Et si on est irresponsable ou non responsable, parce que les termes ont pour moi une importance, donc c'est 20,27. Ouais, un avantage si à la TVA. Vous trouvez que les avantages, ça fait quand même des montants relativement significatifs, non ? Mais ça existe quand même, donc il méritait d'être rappelé. Alors, Jean-Paul Lacan, juste deux questions. La première question, c'est pour poursuivre sur les réseaux. Pour vous, jusqu'où la contractualisation doit-elle aller avec les professionnels ? Ça veut dire, premièrement, quels sont les critères que vous souhaitez imposer en termes de contractualisation ou proposer ? En termes par exemple, les critères d'inclusion dans vos réseaux, quels seraient-ils ? Comment les imaginez-vous ? Et deuxièmement, vous avez évoqué par rapport à la négociation l'idée d'une possible clause de revoyure, et ça fait écho à ce que vous venez de dire, à ce que vous venez d'évoquer sur l'impact de ce reste à charge zéro pour les complémentaires. Et justement, une des manières de pouvoir corriger des impacts trop élevés, c'est cette clause de revoyure. Donc, où est-ce qu'on en est sur ces deux aspects ? Premièrement, cet aspect de définition, jusqu'où aller dans la contractualisation avec les professionnels. Je pense que cette question intéresse toutes les audioprothésistes qui sont dans la salle. Non, mais bien évidemment, bon, je vais vous parler plus de mon expérience puisque j'étais dans l'opérationnel il n'y a pas si longtemps. Et effectivement, mais c'est une négociation qui se passe entre des réseaux. Il y en a 6, si je ne me trompe pas aujourd'hui, qui sont constitués et qui sont pas toujours d'ailleurs liées à des entreprises d'assurance. Je dis entreprises d'assurance parce qu'elles peuvent être aussi bien du code des assurances que du code de la mutualité, que du code de la sécurité sociale. Et donc c'est une négociation qui est menée. Et le terme imposé que vous avez employé tout à l'heure ne me paraît pas le plus adapté. Après, il n'y a pas de contrainte effectivement à venir dans un réseau. Les gens qui y viennent, c'est en fonction effectivement de contrat qui est passé entre le réseau. Je ne veux pas citer de nom, mais donc les professionnels de santé, opticiens ou autres, qui sont dans ce réseau. D'autre part, il faut que vous sachiez que, contrairement à ce que je m'en suis aperçu il n'y a pas longtemps, et ça je l'ai vu plus dans le collectif, il est bien évident que quand vous avez un appel d'offres au niveau d'une entreprise significative ou d'une branche, elle va faire le choix dans son appel d'offres, elle va s'adresser à plusieurs entreprises d'assurance. Elle va dire, mais moi je veux bien que ça soit telle ou telle entreprise d'assurance, mais le réseau dans lequel je veux être, ça sera celui-là. Donc c'est le choix de l'entreprise. Ce n'est pas le choix de l'assureur. Et donc, ou par exemple, elle dit aussi tel ou tel gestionnaire. Donc vous voyez que la liberté, au niveau de l'entreprise, est conçue quand même d'une manière relativement importante et que donc la discussion au niveau du réseau se passe entre le réseau et les professionnels de santé. Ça doit être une négociation, ça ne peut pas être quelque chose qui est imposé par une des parties, quelle qu'elle soit. Mais ça reste une contractualisation individuelle, cependant, avec les professionnels. Absolument. Après, il y a plusieurs formes. Donc, si on regardait tous les réseaux, les 6 réseaux, je pense qu'on aurait des choses un petit peu différentes. Ça, je ne le connais pas suffisamment pour entrer dans le détail. La clause de revoyure ?
C'est quelque chose qui avance? On l'a appelé clause de revoyure ou progressivité, mais d'ailleurs c'est quelque chose auquel je pense nous tenons tous. Nous on l'a appelé comme ça, c'était une façon de dire, il y a deux éléments à prendre dans cette clause de revoyure. Il y a effectivement l'annonce du président de la République qui a dit il faut que d'ici 2022, donc le reste à charge zéro soit effectif pour l'audioprothèse, l'optique et le dentaire. Donc il a donné quand même une période. Donc on ne peut pas imaginer que tout se passe dans la nuit de tel jour à tel autre jour. Et je pense, moi personnellement, donc que le degré en tout cas de difficulté pour résoudre ces sujets ou le degré de facilité, on peut commencer par les opticiens, par l'optique, aller ensuite audioprothèse et dentaire. Et d'ailleurs, je crois que la négociation qui a lieu en ce moment avec les dentistes n'est pas de tout repos. Donc il y avait cette notion déjà de progressivité. Puis il y en a une deuxième qui nous apparaît en tout cas tout à fait évidente, c'est qu'aujourd'hui on se projette sur le futur en mettant des chiffres sur la table, etc. Mais après on ne sait pas du tout, selon les hypothèses qui seront faites, si effectivement avec une injonction comme celle de la ministre en disant il ne faut pas qu'il y ait de cotisations liées au RAC 0, et si ça dérape et si effectivement il y a un comportement différent qui fait que tous ceux qui n'avaient pas de lunettes ou tous ceux qui n'avaient pas d'audioprothèse se précipitent chez vous, et les coûts peuvent remonter d'une manière importante. Et puis au passage, d'ailleurs, je signalerai qu'un contrat de santé, il ne comprend pas que ces trois postes-là. Donc je pense qu'il faudrait avoir, et là je pense que nous partageons ce point de vue, un suivi de ce qui va se passer pour en tirer les conséquences après. Parce que comme je vous l'ai redit, nous on ne pourra pas, si effectivement on a des dépenses qui sont relativement importantes, on les financer sur quoi? On n'a pas des... je sais pas, je regarde mon voisin Arnaud, peut-être il a dans les poches pas mal de choses, mais je ne crois pas que ça soit le cas. Voilà. Donc il y a un sujet de contrôle et de maîtrise des budgets, on y reviendra tout à l'heure. Alors Arnaud Chevaïs pour la FFA, donc vous êtes, votre fédération s'est également exprimée sur le reste à charge zéro, et on a été étonné de lire des propos de Bernard Spitz évoquant en particulier la vente forcée entre les appareils et les services. Ce terme de vente forcée est-il un petit peu exagéré au regard en particulier de ce qu'on vient d'évoquer dans l'étude? Et est-ce que concrètement vous allez militer pour le découplage au cours de cette négociation? Oui, probablement, mais peut-être il faut essayer de remettre les choses un peu dans leur contexte. Donc d'abord dire que je suis d'accord avec les propos tenus par Albert et Jean-Paul. Donc les familles sont encore séparées, mais il y a beaucoup de convergences entre nous sur. Les familles sont séparées, mais nous parlons sur ce dossier d'une seule voix. Mais les familles sont bien séparées. Et il y a beaucoup de convergences et. Voilà, donc je vais un petit peu compléter ce que vous avez dit l'un et l'autre, mais tout ça s'inscrit dans une grande convergence des points de vue. Alors d'abord, je vais répondre évidemment à votre question sur le découplage, mais je voudrais juste donner quelques éléments de contexte pour que vous compreniez notre position. Premier point, par rapport à cette discussion sur le zéro reste à charge, c'est pas une demande qui émane de nous. Le gouvernement nous appelle à co-construire, pour reprendre leur expression. Donc il faut qu'on s'engage dans cette démarche. Soyez bien sûr que nous n'étions pas à cette initiative, parce que spontanément, l'idée d'un surcroît de régulation ne nous est pas... ça ne nous arrive pas spontanément. On trouve que le secteur est déjà beaucoup trop régulé, trop contraint. Jean-Paul a parlé des contrats responsables. Voilà, on nous explique ce qu'est un contrat responsable, ce qu'est un panier de soins minimum, etc. Il y a d'autres pays européens où l'état sanitaire de la population est aussi bon et où les professionnels ne sont certainement pas contraints à ce point. Pour ce qui est de l'expression « zéro reste à charge », je crois qu'il faut qu'on ait bien en tête ce que ça veut dire. Il ne s'agit pas de dire zéro reste à charge pour toute la population française ou pour tous ceux qui veulent s'appareiller demain. Il s'agit de dire que le gouvernement veut éliminer ou au moins réduire les zéro reste à charge,
mais seulement pour les gens qui en formuleront explicitement la demande. C'est-à-dire qu'il y aura toujours, enfin on parle de 2 classes maintenant, une classe 1 et une classe 2, bon, il y aura toujours la possibilité pour les gens de dire je suis prêt à payer une offre qui n'est pas dans le zéro reste à charge parce que la qualité des équipements serait supérieure. Donc il ne s'agit pas de dire que toute la population va passer au zéro reste à charge. Après, un mot sur notre philosophie. Nous, Jean-Paul l'a un peu abordé, nous considérons que nous sommes des assureurs santé. Donc nous ne souhaitons pas rester dans un rôle simplement de payeur complémentaire de la sécurité sociale. Et d'ailleurs sur l'audio et également sur l'optique, sur les risques dentaires, nous sommes collectivement, les assureurs santé, les principaux financeurs sur ces 3 risques-là. Bon. Donc ça implique des responsabilités, donc nous souhaitons développer la prévention, on va pouvoir en parler. Nous souhaitons le développement des réseaux, les réseaux de soins, parce que nous pensons que c'est un outil très utile, très pertinent. Par ailleurs, nous souhaitons une modernisation de la nomenclature des actes qui nous semble obsolète. Alors, peut-être je peux rentrer dans ces quelques points. Pour commencer, peut-être comme Albert tout à l'heure, pour vous dire qu'il y a au moins un point sur lequel on a une grande convergence, c'est qu'on pense que l'assurance maladie obligatoire doit accroître son effort. Là-dessus, je pense que les uns les autres, on pourra trouver une convergence. Et on pourrait dire que l'assurance maladie obligatoire pourrait doubler l'effort qu'elle consent, puisqu'on ne peut pas nous dire on est contraint de partout, on va devoir prendre plus de choses en charge sans augmenter les tarifs, sans que l'assurance maladie obligatoire fasse elle-même un effort substantiel. Dans cette affaire, toutes les professions, vous comme nous, comme l'assurance maladie obligatoire, tout le monde doit essayer de faire un effort pour parvenir à cet objectif de zéro reste à charge. Bon. Deuxième point, sur les questions de nomenclature et de classification. Donc on nous parle de 2 classes. Nous, notre position, spontanément, c'est de dire que la classe 1 doit être assez limitée. La classe 1 sur laquelle l'essentiel du zéro reste à charge porterait, ou même seulement sur la classe 1, le zéro reste à charge. Dans ce que nous comprenons, ça serait du 50-50 aujourd'hui en termes d'activité. Nous, spontanément, ça serait plutôt 20% de l'activité concernée par la classe 1, 80% par la classe 2. Bon. Et donc, nous comprenons que voilà, sur cette classe 1, effectivement, les équipements essentiels, pour nous, on le comprend comme plutôt les sujets d'entrée de gamme. Les équipements d'entrée de gamme. Ça n'a pas forcément l'air d'être la position du gouvernement, mais c'est plutôt comme ça qu'on le comprend. Et une classe 2 plus ouverte. Donc des prix limites de vente sur la classe 1, pas forcément sur la classe 2. Bon. J'en viens à votre question sur la séparation, le prix de l'équipement, l'appareil et puis les prestations. Je ne veux pas du tout faire de polémique, mais on est tous soumis à des contraintes accrues de transparence. Nous, dans le secteur de l'assurance, je peux vous dire qu'on nous demande, enfin on est critiqué sur les frais de gestion des assureurs santé, mais on nous demande sans cesse de faire preuve de davantage de transparence sur les tarifications, les pratiques, le devoir de conseil, etc. Bon. Qu'est-ce que cache ce débat sur le découplage ? C'est une demande de transparence. Une demande de transparence sur les pratiques, quels actes sont effectivement mis en œuvre, transparence sur les tarifs, transparence sur les engagements. Bon, voilà. Et donc, il y a quand même des cas, enfin, on peut se le dire entre nous, sans que ce soit forcément polémique, où quand vous avez peu importe d'ailleurs que ce soit une personne âgée ou pas, mais notamment une personne âgée, bon, que vous lui vendez à la fois l'équipement, mais aussi une prestation de service pour 5 ans, est-ce que c'est toujours raisonnable ? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux découper et de dire, écoutez, il y a une prestation de service dans un premier temps, mais peut-être seulement pour 1 an, pour 2 ans, et puis bien sûr, ce service peut être prolongé dans le temps. Mais il faut sans doute serrer les actes davantage. Les gens peuvent déménager, donc aller voir l'un de vos confrères. Voilà, on est sur une population âgée un peu par définition, c'est 71 ans, je crois, le taux moyen de l'appareillage. Bon. Voilà, donc comprenez cette réflexion sur le découplage comme une demande de transparence accrue sur les pratiques médicales et sur les actes, enfin, sur la tarification. Ce n'est pas plus que ça, mais je crois qu'il faut que chacun l'entende et s'engage à une transparence accrue.
Bien sûr qu'on peut converger sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement d'appareiller, il faut ensuite suivre le patient dans le temps et régulièrement le revoir et modifier éventuellement les réglages. Mais voilà, il faut limiter les surcoûts et il y a cette demande de transparence. Peut-être je termine un mot sur la prévention. Sur la prévention, donc nous, c'est vraiment notre ADN des assureurs, peu importe le sujet. Là, on parle de santé aujourd'hui, mais que ce soit les risques routiers, que ce soit les accidents domestiques, bon, aujourd'hui, on parle de santé. La prévention, c'est au cœur du métier de l'assureur. Il faut qu'on développe les actions de prévention, vous et nous. On peut le faire tout à fait en partenariat. On peut financer des actions communes. Nous, à la Fédération, on a une association qui s'appelle Attitude Prévention. Bon, on n'a pas des fortunes, mais on a un petit budget. Et donc, pourquoi pas développer les actions de prévention. Faisons des actions en commun. Enfin, comme vous l'avez dit dans votre introduction, on n'est pas là pour être antagonistes, on n'est pas là pour être opposés les uns aux autres. On a tout intérêt à développer les actions communes, à mieux se comprendre et à voir ce que l'on peut faire ensemble pour développer au mieux nos professions et accomplir au mieux nos métiers. Merci beaucoup. Louise Godino, la parole revient vers vous. Vous avez entendu les représentants des organismes complémentaires et comme vous le rappeliez, demain, la parole sera au représentant du gouvernement. Donc, qu'est-ce que vous tirez comme enseignement de ce qui vient d'être dit? Quels sont les points de consensus avec les propositions de l'UNSAF et à contrario, quels sont les points de dissensus dont on pressent qu'il y en a déjà un certain nombre? Écoutez, je crois que l'autorité de la concurrence a fait un travail, en tout cas l'état des lieux nous a beaucoup plu. On n'a pas partagé les conclusions du collège, mais en tout cas l'état des lieux était très intéressant. Il disait que le métier était concurrentiel. Il disait qu'il n'y avait pas de problème territorial. Il disait que la satisfaction en France est supérieure à celle des autres pays, y compris l'Allemagne, enfin tous les autres pays. Elle disait également que le rôle de l'audioprothésiste est le plus important pour la satisfaction. Au niveau des coûts, qu'on avait un prix dans la moyenne européenne et même inférieur pour les hauts de gamme. Donc ça veut dire qu'en gros, en termes d'efficience, meilleure qualité, prix pas plus élevé qu'ailleurs. Voilà d'où on part. Par contre, elle disait aussi que 120 € par oreille, par l'assurance maladie obligatoire, 400, 450 € en moyenne par les complémentaires, alors qu'en Belgique, c'est 700 € environ, en Allemagne, c'est 800, au Luxembourg, c'est encore plus. Et que, voilà d'où il vient, le reste à charge. Il vient de là. Il ne vient pas de nos prix, il ne vient pas de nos pratiques, qui sont au contraire extrêmement vertueuses, puisque nous avons dû... Notre régulateur, il était puissant, c'était le reste à charge. Et donc de faire croire, comme certains ont cru, qu'on faisait beaucoup plus cher qu'on aurait pu le faire à efficience égale, ce n'était pas possible, puisqu'à chaque fois qu'on aurait augmenté nos prix inutilement, on aurait perdu encore des patients qui n'auraient pas pu accéder. Donc ce reste à charge énorme, injuste, pour les malentendants, parce qu'on peut parler d'économie, mais pourquoi cette classe de population subit cela? C'était récemment que dans un journal américain, puisque aux États-Unis, il y a quand même des gens qui voudraient mettre dans Medicare l'appareillage auditif et d'autres veulent carrément déréguler. Il y avait une phrase qui était très bien écrite par un légiste, c'était pas un spécialiste. La presbyacousie est l'une des affections les plus courantes du vieillissement et affecte tous les aspects de la vie d'une personne, y compris son état de santé, sa santé mentale, ses réseaux sociaux et sa qualité de vie en général. On imagine difficilement d'autres conséquences du vieillissement qui touchent tant de gens et ont des effets aussi profonds. Voilà. Donc, et bien ces gens-là, jusqu'à aujourd'hui, à part nous, à part nos amis ORL, qui les connaissent bien aussi, ils n'avaient pas de défenseurs. Parce que c'est le problème de la défense des intérêts diffus. Il y a des articles très intéressants là-dessus. Il n'y a pas un acteur important. Les audioprothésistes sont quand même des petits acteurs. Donc c'est ce travail qu'on continue à faire académique pour le faire comprendre. Donc pour revenir plus précisément à ce qu'on dit, mais c'est M. Lottmann, M. Lacan et M. Schneves,
dans les propositions que nous avons faites, il y a un point de convergence très fort, en effet. C'est un appel de longue date de la profession. Je veux dire, mes collègues du CINEA, du CINAM, le collège le partagent. C'est que l'assurance maladie obligatoire ne peut pas rester à ce niveau-là. Nous, on appelle plutôt à l'UNSAF un triplement qu'à un doublement. Vous voyez, on n'est quand même pas très raisonnable. On n'appelle pas à multiplier par 10. C'est un triplement de l'investissement de l'assurance maladie obligatoire. Pour ce qui est de la prescription, je pense que le problème est beaucoup moins important qu'en optique. Je sais que vous êtes obligés, vous, de suivre tous les métiers en même temps, parce que les propositions que nous avions faites pour le reste à charge zéro, c'est une classe de produits. Je veux dire, ça veut dire que de l'appareil pour la baisse d'audition profonde à la baisse d'audition légère, c'est pas tant l'appareil qui change. Aujourd'hui, la variabilité, elle est plutôt dans la psychologie des gens. Donc, et ça, c'est y compris, enfin je ne veux pas parler à la place du prescripteur, mais y compris pour le prescripteur, totalement imprévisible, surtout à l'avance. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons fait une proposition où en fait, quelle que soit la baisse d'audition, il y avait un prix, en tout cas dans la partie régulée fortement. Pour ce qui est de la démographie, je parlais tout à l'heure de ces nouveaux entrants qui avaient plein de bonnes idées pour vendre le deuxième appareil à 1 €. Ils ont particulièrement perturbé une démographie de 3000 professionnels. Je veux dire, on n'est pas des infirmiers, on n'a pas beaucoup de professionnels par rapport aux besoins. Donc quand des chaînes qui pèsent 800 millions d'euros veulent tout à coup mailler le territoire sur leur bon modèle, vous savez quel modèle de l'optique, enfin on n'est pas là pour parler d'optique, mais on sait qu'il y en a trop, donc c'est sûr que si on veut surmailler alors que le secteur lui-même en entier fait 1 milliard d'euros, c'est évident qu'il ne trouve pas de professionnels. Et heureusement peut-être, parce que sinon, en très peu de temps, vous auriez dans l'audioprothèse le même problème qu'en optique, un surmaillage, avec des éléments complémentaires, puisque notre métier est extrêmement opérateur dépendant. Et en gros, si on travaille peu, on est mauvais, on n'est pas très bon. Donc il vaut mieux quand même travailler beaucoup, pas mal, d'avoir une activité. Donc ça, c'est vraiment un élément où, au contraire, ce low cost, que le sociologue a bien perçu comme une grande inquiétude des professionnels, a au contraire amplifié des problèmes de démographie, puisque comme dans beaucoup de professions de santé, on a en effet plus de gens dans les villes, un peu moins dans les campagnes, même si l'accès aujourd'hui est permis, et le rapporteur de l'autorité de la concurrence en a fait le test, puisqu'elle a pris des rendez-vous un peu partout en France, il a toujours eu des rendez-vous rapidement. Donc je crois que les choses ne sont pas si simples. Quelques mots sur les solutions, sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord en effet. D'abord, ce secteur qui serait déjà trop régulé, et M. Schneves, vous disiez que vous ne nous appelez pas à ces mesures. Peut-être que nous non plus, mais là il y a un vrai problème, il y a un vrai échec collectif, le vôtre et le nôtre. Donc vous avez un secteur complémentaire qui pèse 13% des dépenses de santé, qui est le plus important d'Europe, et nous avons donc des secteurs oubliés par l'assurance maladie obligatoire, donc les prothèses dentaires, l'optique et l'audioprothèse. On avait tout à faire ensemble, vous étiez là, on était là, on ne s'est pas parlé. Pourquoi on ne s'est pas parlé? Parce qu'on ne pouvait pas se parler directement, parce qu'il y avait un frein, il y avait un filtre, il y avait des gens entre nous qui vous ont dit à vous, laissez, on s'en occupe, ils vendent beaucoup trop cher, c'est des gens pas sérieux, c'est des gens malhonnêtes même parfois. On va s'occuper de ça. Nous, on a une contrainte, donc je veux dire, le rapport IGAS a été là pour bien montrer que de toute façon, les résultats qui existent ne sont pas possibles, même d'un point de vue juridique. Mais je crois qu'il faut surtout maintenant retravailler à l'avenir. Nous ne savons pas quelle place vont nous laisser les pouvoirs publics pour travailler ensemble. Je pense que ni vous ni nous le savons. Mais quelle que soit cette place, il va falloir... on va faire un anglicisme, mais un reset, quoi. On ne peut pas repartir comme on était avant, c'est pas possible. C'est pas possible, donc, et je pense que mes amis dentistes et probablement opticiens seront sur la même voie. Donc il va bien falloir parler à la fois d'offres et de remboursement. Parce que de la contrainte sur les prix sans aucun avantage et avec des clauses totalement abusives, comme un article qui est paru dans le recueil d'Alloz récemment et que je vous ai envoyé l'a montré, c'est plus possible. Donc là, voilà. Donc il va falloir peut-être nous traiter en adultes aussi, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et là, peut-être qu'on pourra travailler, parce que je crois que tout le monde veut travailler ensemble. Et que la place qu'on nous laissera, on veut bien la prendre, mais pas comme avant. Ça, c'est pas possible. Un petit mot enfin sur la dissociation. C'est une idée tellement simple, tellement pratique. Encore une fois, et nous étions hier avec mes amis du CINEA, Richard Darmon, Guillaume Flao, il y a Marc Gréco qui est juste à côté, et Eric, nous étions hier à la DSS en train de leur dire, quel que soit le prix que vous mettez dans votre dissociation, même si vous mettez un prix très bon, ce sera mauvais.
Parce que la dame de 70 ans, ah, il faudra quoi? Il faudra peut-être que, j'ai quelle couverture, ma carte vitale est à jour. Ça veut dire qu'il y aura de l'inobservance. Il y aura de l'inobservance. Et à partir du moment où on a des coûts qui sont de mieux en mieux documentés, qu'un appareillage auditif n'est efficace que s'il est porté, eh bien, pour économiser 20%, vous allez perdre beaucoup plus, vous allez perdre 500%, puisque l'efficacité au global, hein, bien sûr, en sortant des conséquences. Donc je crois qu'il va vraiment retravailler cela. Nous continuons à appeler à des études. Nous disons on ne doit pas le mettre en place pour l'instant, parce que ce n'est pas suffisamment étudié. L'Haute Autorité de Santé, qui est une autorité indépendante, qui travaille sur les parcours, peut faire un travail là-dessus, qu'on nous démontre. Nous pensons, nous sommes convaincus. Jusqu'à aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une étude, on n'a rien découvert. On avait juste des gens qui disaient ce que nous savions, mais qui vous le disaient d'une façon différente, avec leurs compétences académiques et puis leur indépendance. Donc nous estimons que le jour où cette étude sera faite, on s'y pliera. Mais c'est une étude indépendante, et si vous voulez être d'accord là-dessus avec nous, ce sera parfait. Appelons, on a 5 ans, hein, je veux dire, si la dissociation se fait en 2021 au lieu de 2019, ça ira. Appelons la Haute Autorité de Santé à faire un travail sur le parcours et de savoir quelles seraient les conséquences, quel que soit le financement. Parce que la transparence, c'était vrai avant. Les gens avaient beaucoup de reste à charge, ils ne connaissaient pas, ça a été dit d'ailleurs tout à fait indépendamment par le sociologue, ils disaient voilà, ils ne savent pas, on ne leur parle pas bien de prix, c'est pas clair. Donc à partir du moment où il y a une régulation publique, et elle arrive, parce que vous savez comme moi que l'assurance maladie obligatoire, si elle met de l'argent, elle va nous mettre des contraintes, donc on sort un peu de ce champ-là. Donc je crois que ça, il faut le revoir. Et je vous rappelle également que France Asso Santé, le patient, a fait une note de 6 pages ce mardi, où elle a dit très clairement il faut continuer à proposer une forfaitisation incluant le coût de l'appareil et le suivi. Les 85% de malentendants, ils sont quand même 2 millions dans ce pays, taux d'équipement aussi bon que l'Allemagne, avec un remboursement 5 fois inférieur. Donc attention au modèle français, allez-y doucement dans vos propositions, challengez-les avec nous. Parce que je pense qu'on peut casser le modèle, au contraire. Donc, les 85% des 2 millions de Français appareillés, eh bien, ils sont pour le forfait. Ils ne veulent pas. Et c'est même d'un point de vue politique, de dire qu'on a un panier de soins de qualité, comme l'engagement présidentiel, mais que les gens, au lieu de pouvoir venir quand ils veulent, au-delà de la première année, attention, il va y avoir des choses nouvelles. Ce n'est pas la promesse présidentielle. Et nous sommes extrêmement vigilants, tous ensemble, toutes les entités de la profession, à ce point. Voilà quelques éléments pour ne pas être trop long. Merci Hugues Godino. À présent, nous allons parler des parcours et nous intéresser à vous, Jean-Michel Klein, qui est ORL, vice-président du syndicat des ORL et président du Conseil national professionnel d'ORL. Alors, comment construire, donner de la visibilité à ce parcours de l'audition et puis peut-être réintroduire une visibilité médicale à ce parcours ? Oui, je vous remercie. Juste une remarque dans ce sens-là. D'ailleurs, ça prouve bien que dans le reste à charge zéro, le débat est d'abord financier et qu'ensuite, il sera peut-être un peu médical et scientifique. Première remarque. Deuxième, je voudrais remercier, parce que je ne sais pas si les gens présents ici s'en rendent compte, l'investissement personnel de Louis, de Guillaume et de Eric. C'est extrêmement lourd, extrêmement compliqué. Ça impacte leur personnalité, leur vie quotidienne. Donc, je rends hommage à tout le monde. Ce qui n'empêche que je ne suis pas d'accord toujours avec Louis. Donc on va revenir au médical. Le sujet, c'est le Big Bang le Big Bang du reste à charge zéro. Ça veut dire quand même que le reste à charge zéro fait partie du soin. Ce n'est pas un élément adjacent, c'est l'essentiel, parce que financer des appareils qui vont coûter 3 000 €, grosso modo, avec un financement qu'a rappelé Louis, il y a le premier financeur, c'est le patient finalement, qui lui-même est devant son problème. Donc ça, c'est un modèle qu'il faut bien prendre en compte. D'un autre côté, l'essentiel de nos métiers, c'est de l'humain. La surdité, c'est quelque chose de caché en France, c'est honteux. On commence à sortir un petit peu de ça, mais c'est donc difficile d'approcher ce problème. Les financeurs viennent en marche arrière puisque personne n'a envie de parler de l'audition. On a voulu en faire parler, Louis a tout fait pour ça, le président de la République l'a repris à son compte. Donc on est victime de notre succès. Maintenant, il va falloir gérer tout ça. Les représentants de l'assurance maladie qui sont dans la salle écoutent nos débats.
nos débats, pour moi, sont avant tout des débats humains. On est face à des progrès technologiques qu'a fait l'audioprothèse, que les ORL n'ont pas vu venir, et qui sont maintenant un problème prégnant. Est-ce que le technique va dominer l'humain? Moi, je pense l'inverse. L'humain dominera toujours le technique. Donc l'audioprothésiste, il est essentiel par sa technologie intellectuelle, psychologique et son approche. C'est le seul qui pourra le faire. Après, si les financements deviennent plus importants, c'est que, comme dans toutes nos professions, il faut changer nos habitudes. Donc on est face à un problème avec une administration qui va mettre des freins, des barrières, parce que le financement est un financement qui est difficile, et que nous, on doit faire preuve de transparence, d'évolution de nos carrières. Hier, pour ne rien vous cacher, j'étais en réunion, j'ai fini avec le Conseil de l'Ordre dans la soirée, on était sur les nouveaux métiers. Il va falloir instaurer des nouveaux métiers. Certains vont m'interpeller sur la démographie des ORL. Il y a 3000 ORL en France, ce n'est pas un problème, ça suffit largement, il y en a 700 en Angleterre. Sauf qu'ils sont mal répartis et que ça pose des problèmes. Donc tout ça, même nous, ORL, on doit se mettre devant le problème de la répartition territoriale. Est-ce que dans le cadre des nouveaux métiers qu'avait introduit Sarkozy dans le temps, et que reprend Macron et que reprend Agnès Buzyn récemment, est-ce qu'on ne peut pas, nous, commencer à réfléchir entre nous? Alors bien sûr, ce n'est pas dans le reste à charge d'ici le 30 mai, mais est-ce qu'on ne peut pas créer de nouveaux métiers? Il y a des pays, notamment la Belgique, le Québec, où il y a des audiologistes. Ce qu'on m'a reproché hier dans le débat qu'il y avait, c'est que les audioprothésistes, la formation n'est pas universitarisée. Et donc, il faudrait universitariser la profession pour créer un diplôme intermédiaire entre l'ORL et l'audioprothésiste qui permettrait, comme chez les ophtalmos, de faire de la délégation de tâches avec des métiers en pratique assistée. On est dans le débat, vous l'avez vu, l'actualité là-dessus, sur les infirmières de pratique, enfin infirmiers de pratique avancée. On peut avoir la même approche en pensant qu'une partie de la réponse pourrait être dans des métiers différents. J'ai fait 14 ans d'études, je suis théoriquement chirurgien, je suis théoriquement exploration fonctionnelle, prescription de la prothèse auditive. Il y a des pays, j'ai interrogé, pour ceux qui le connaissent, Sam Daniel au Québec. Je lui ai demandé avant de venir ici s'il pouvait me refiler des infos. Il m'a dit, c'est pas mon problème, je ne sais pas comment ça marche. Il m'a refilé les audiologistes. Donc on voit bien qu'il y a nos métiers doivent évoluer, vont évoluer. Il faut qu'ils évoluent, mais il ne faut pas qu'ils évoluent sous la contrainte. Il faut qu'on participe et qu'on crée entre nous des maquettes qui permettront de faire face aux défis futurs. Quand je regarde les présents dans la salle, la moyenne d'âge est quand même beaucoup plus jeune que celle des ORL. Donc c'est pour ces gens-là qu'on doit créer un modèle. On l'a hérité des années 1960-70. Tout a changé. Les systèmes informatiques arrivent, d'autres avec le deuxième appareil à 1 euro arrivent, Amazon arrive, tout ça, il faut s'y préparer. Donc le modèle actuel, il est mort. Donc... Juste une petite question, Jean-Michel Klein, pour bien reformuler ce que vous êtes en train de nous dire. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est il serait sans doute judicieux, enfin je le dis pour voilà, arrêt sur image, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est il serait sans doute judicieux de créer une profession intermédiaire qui, en quelque sorte, viendrait exercer un métier qui s'assimilerait un peu à l'audioprothésiste, mais à l'intérieur du cabinet médical de l'ORL, c'est ça, à l'instar de ce que font aujourd'hui ceux qui collaborent avec les ophtalmos et qui permettent aux ophtalmos d'assurer plus de passages dans leur cabinet. C'est un peu ça l'idée. C'est un petit peu je caricature, mais c'est ça. Donc, autrement dit, vous dites la solution, c'est un peu un dérivé de ce que disaient les complémentaires tout à l'heure, qui disaient, faut desserrer le numerus clausus. Vous vous dites, voilà, moi j'intègre des collaborateurs et je vais faire moi-même l'audioprothèse par délégation. C'est ça ? Non, pas là. On a bien compris. Non, mais pour qu'on dise les choses clairement. Il faut qu'il y ait un métier indépendant de l'appareillage qui soit une interface, comme les optométristes, les orthoptistes, voilà.
Et donc, vous allez faire le réglage de l'appareil une fois que l'orthoptiste, non, pas du que tout. C'est des l'audioprothésiste métiers qui vont s'occuper du son, de l'audiologie. L'audiologie, c'est une science en soi-même. Ça provoquera, et on en a parlé avec Lionel Collet qui était là tout à l'heure, d'autres conflits entre les ORL et les audiologistes, parce qu'il y aura aussi un conflit de ce côté-là. On ne peut pas imaginer dans un système très financé que ça soit l'audioprothésiste qui ait l'autonomie de la prescription. Il faut forcément qu'il y ait quelque part, ce n'est pas une mesure de doute que j'ai vis-à-vis des uns et des autres, il faut forcément qu'il y ait une répartition des responsabilités de prescription. L'ORL peut en prendre une partie et vous allez me répondre, il n'y a pas assez d'ORL. Donc dans ce contexte-là, dans le projet LMD, licence maîtrise doctorat, on peut très bien imaginer une profession qui se prenne en charge les problèmes de l'audition et qui va décider de tel ou tel type de prise en charge après par un audioprothésiste. Donc c'est une profession intermédiaire entre l'audioprothésiste et le médecin. C'est une proposition qui, à mon avis, viendra. Ça sort un peu du débat aujourd'hui, qui est un débat dans l'urgence, où on doit, les uns les autres, monter un projet qui tienne la route et qui soit validant actuellement par les puissances publiques. On est dans, je l'ai dit à Agnès Buzyn quand j'étais présent au lancement, soit on est dans le poker menteur dont on a l'habitude, soit on est dans le contrat de confiance. Si on est dans le contrat de confiance, dans le partenariat, on peut co-construire. Si c'est pour vous faire avoir, entre guillemets, vous, audioprothésistes, par un certain nombre d'intervenants ou d'intermédiaires financiers, on ne peut pas participer. On va dans le mur. Et là, c'est dangereux pour tous les jeunes qui sont présents dans la salle. Donc, est-ce que M. Darty, entre guillemets, est à l'ordre du jour avec son contrat de confiance? Est-ce qu'on peut faire confiance aux négociations actuelles? Je pose la question, j'en ai pas la réponse. Mais je souhaite qu'on soit à un moment où on arrête le faux dialogue syndical de corporatisme et de défense du passé. Donc, on doit être dans la transparence les uns et les autres. Si c'est à l'ordre du jour, et Agnès Buzyn, par sa parole, par son expression, a tendance à faire passer ce langage. Est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien, j'attends des preuves. À ce moment-là, on est tous ici responsables de quelque chose pour que l'avenir soit un avenir serein pour le patient. Enfin, que c'est le patient l'enjeu de tout ça. Ce n'est pas l'argent, c'est le patient. Et un patient bien appareillé, c'est un patient heureux qui ne déprime pas. Louis le répète et il a raison. Il ne faut pas trop faire peur, mais quand même, l'appareillage, c'est très important. On aura tous des appareils, un jour ou l'autre. Merci Jean-Michel Klein. Alors dans la stratégie nationale de santé et la réforme qui est à l'œuvre, la ministre de la Santé a confié une mission à la présidente de l'HAS qui vise notamment à se pencher sur la qualité des parcours et notamment, il y aura sans doute un jour, peut-être pas tout de suite, mais à se pencher sur la qualité du parcours en audioprothèse. Et là, ce sera tout le travail des conseils professionnels et des autorités scientifiques. Et c'est sans doute un des sujets sur lesquels vous aurez à vous pencher. De votre côté, Éric Bizaguet, vous qui êtes le président d'honneur, je rectifie cette information, le président d'honneur du CNA. Donc la qualité, c'est un sujet qu'on n'a pas encore beaucoup abordé. Donc vous, comment est-ce que vous percevez ces sujets? Parce que les différents intervenants ont beaucoup parlé de coûts, beaucoup parlé de leurs préoccupations, mais au-delà, comment est-ce qu'on construit de la qualité? Comment est-ce qu'on la valorise? Je pense que la première étape, c'est la formation. On est en train d'être formé de façon excellente aujourd'hui. On a le meilleur taux de satisfaction d'Europe. On a une observance qui est tout à fait exceptionnelle. Je pense que dans ce cadre-là déjà, nous montrons que la profession a su s'organiser pour permettre cette qualité. Il faut qu'on nous la laisse. Il faut qu'on nous permette, avec le RAC 0, de continuer à avoir une activité sereine qui permette pour une qualité pour le patient et donc une répartition des tâches. Nous sommes prêts à faire des efforts, la profession l'a montré. On a eu des forces de proposition, l'UNSAF en a fait de nombreuses. Nous sommes assez d'accord avec le CINEA, le CINAM et le collège dont je fais partie également pour participer à cette co-construction. Le terme co-construction me paraissait très important et ça a un coût. Ce coût, il doit nous permettre quand même de faire attention à ce qu'on nous propose. On nous propose actuellement des choses et je dois avouer que nous nous sentons peut-être à l'heure actuelle écoutés. Ça ne veut pas dire que nous serons entendus, ce qui est tout à fait différent. Mais nous avons eu des échanges qui nous permettent d'espérer que la qualité puisse se faire avec une poursuite.
car nous sommes de qualité, nous ne voulons pas la dégrader. Voilà. Deuxièmement, je pense qu'il y a un point qui est très très important aujourd'hui, c'est que les propositions qui sont faites ne doivent pas nous empêcher cette qualité de service. On a montré qu'il fallait se faire appareiller. On a montré, et ça je dois le dire, que les travaux qui ont été faits par l'UNSAF ont été tout à fait révélateurs là-dessus. Les travaux qui ont été faits par les différentes études l'ont été aussi. On a persuadé les gouvernants qu'il fallait faire quelque chose. Ils sont prêts à le faire. C'est à nous de construire avec eux. Je voudrais rassurer les coûts que ça peut induire. Si je me rappelle bien, on demande entre 200 millions et 300 millions d'euros d'aide en réalité et de prise en charge par le RO. Si j'ai bien compris ce que disait M. Jean-Christophe Cavers-Doué, c'est vrai que c'est dans 4 à 5 ans, le fait d'accélérer l'appareillage des gens va va diminuer le coût de la santé de 14 à 15 milliards par an, ce qui paraît quand même relativement important. Donc je sais bien que les économies de demain ne sont pas les économies d'aujourd'hui et les financements d'aujourd'hui, mais je pense que c'est important. Aujourd'hui, on est en train de construire un système et toute notre profession est réunie pour construire ce système de protocole de qualité. On souhaite vous aider, on souhaite aider les gouvernants pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Je voudrais dire également des points très importants qui n'ont pas été donnés également, c'est la prévention, ce qui me paraît quelque chose de très très important. Cette prévention fait partie de nos activités, doit faire partie de notre futur métier. Pour répondre en dernier lieu, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, à la notion d'audiologiste, c'est quelque chose qui est un serpent qui revient de temps en temps et qui nous pose des problèmes aux ORL et aux audioprothésistes et qui n'est pas d'actualité à mon sens aujourd'hui. Il est vrai que dans la démarche telle que nous la pensons, je pense que le diagnostic initial et l'une des solutions serait que le diagnostic initial se fasse toujours par l'ORL et que le renouvellement se fasse par une tierce personne, mais qui n'est pas un audiologiste. Ça va augmenter les coûts de manière très importante à mon sens, sans résoudre le problème réel. Donc je pense qu'aujourd'hui, la sagesse voudrait que le généraliste vienne après un certain temps, car je ne connais pas beaucoup de gens appareillés à 60 ans qui ne le soient pas à 70. Donc je pense qu'il y a des règles à définir, mais je crois que c'est quand même assez important. Voilà. Merci beaucoup. Alors à présent, nous allons demander à chacun d'apporter sa conclusion. J'espère que cette table ronde vous aura permis d'apprécier, de comprendre et peut-être de découvrir le point de vue et les propositions de chacun de nos invités dans le cadre de cette négociation. Et donc la conclusion, ça va être de vous demander à chacun la façon dont vous pensez que les négociations vont s'achever, peut-être un petit propos optimiste sur l'avenir des négociations, peut-être voilà. Et si vous pensez surtout, peut-être une question dans cette conclusion. Est-ce que vous pensez que les négociations ne sont pas menées un petit peu trop vite? Est-ce que vous aimeriez avoir un peu plus de temps pour approfondir les sujets? Je vais commencer par vous, Albert Lotman, parce que je sais que vous avez un emploi du temps contraint. Oui, toutes mes excuses, mais c'est vrai que j'ai remplacé un peu au pied levé mon président, et donc j'ai une contrainte, je vais être obligé de vous quitter. Est-ce que ça va trop vite? Oui, ça va vite. Et comme nous voulons co-construire, parce que voilà, tout le monde dit que c'est important, et nous on partage ça avec les pouvoirs publics, avec l'assurance maladie obligatoire, mais aussi avec les professionnels, la réforme, on a besoin d'un peu de temps. En même temps, voilà, il y a un processus de travail collaboratif qui est en cours, qui associe toutes les parties prenantes. Voilà, donc on a jusqu'à l'été pour arrêter les grands principes. Ça ne veut pas dire que le travail sera terminé. On va continuer à se parler après. La mise en œuvre, c'est au plus tôt en 2019. Donc oui, on voit qu'il y a un volontarisme du gouvernement pour afficher en tout cas le cadrage. En même temps, ça fait maintenant 6 mois qu'on en parle du reste à charge zéro. Et donc, moi, je comprends que qu'il faut quand même que les grands équilibres de la réforme se mettent en place. Pour nous, il n'y a pas que l'audioprothèse. On a le sujet de la négociation dentaire qui est en cours. Le sujet de l'optique n'est pas un sujet facile. Et donc, c'est vrai qu'on a besoin, nous, principaux financeurs sur ces 3 postes de dépenses, d'avoir une vision d'ensemble. Vous les liez, ces 3 sujets? On ne les lie pas, mais à la fin, si on ne veut pas augmenter les contrats et si on veut rendre tout ça soutenable économiquement, on est quand même obligé un peu d'essayer d'avoir une vision d'ensemble des équilibres financiers. Oui, donc forcément,
dans le temps en tout cas, le calendrier qui est proposé, il est important parce qu'il nous permet d'avancer en même temps sur les 3 sujets, même s'ils ont chacun après leur logique, leur spécificité et leur cohérence. Les problématiques sont différentes d'un métier à l'autre, mais à la fin, c'est quand même le même budget. Merci beaucoup. Donc, on vous libère, hein, Albert Leuthman. Merci beaucoup. Jean-Paul Lacan pour le CETIP. Albert a très bien parlé. Moi, il a très bien parlé. Moi, je pense que oui, ça va trop vite. Oui, je pense aussi qu'il faut prendre le temps de se comprendre entre les différents interlocuteurs. Hein. La démonstration est faite que si on ne se met pas autour d'une table, on peut chacun dans un coin effectivement ne pas discuter, donc pas se comprendre. Et je l'avais dit tout à l'heure, il est essentiel aussi pour nous d'avoir une vision, une visibilité de l'ensemble, parce que la soutenabilité économique, de toute façon, si elle n'y est pas, ça se traduira quand même par des cotisations supplémentaires. Ça n'est pas, il n'y a pas que les trois postes dont on a parlé. On a l'intégralité d'autres, il y a les honoraires chirurgicaux, médicaux, je ne vais pas à l'hôpital, etc., dans un contrat santé. Et même s'il est responsable, pour vous faire un clin d'œil par rapport à tout à l'heure, il est évident qu'il faut avoir cette visibilité au niveau de l'ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Arnaud Schneeweiss pour les assureurs. Alors, on est tous les 3 des assureurs. L'assurance privée. Oui. Non, un mot positif. Donc j'espère qu'il y en a eu quand même pendant la table ronde. J'ai bien écouté ce que vous avez dit, Monsieur le Président. Donc je ne peux qu'être d'accord. Votre appel au dialogue direct. Vous avez parlé d'un recette de la relation. Que parfois vous aviez le sentiment que vous n'étiez pas suffisamment traité comme adulte. Donc moi, banco, évidemment, vive le dialogue, c'est pour ça qu'on est heureux d'être invité aujourd'hui, vive le dialogue direct avec la profession, la vôtre comme d'autres professionnels de santé. Voilà, notre porte est complètement ouverte, et donc si vous souhaitez un recette de la relation, il n'y a vraiment aucun problème, on sera ravis d'avoir un dialogue plus intense. Vous avez mentionné une étude indépendante de la Haute Autorité de Santé, aucun problème évidemment, qui pourrait être contre une étude menée par la Haute Autorité de Santé. Donc on vous soutient bien volontiers dans cette idée. Voilà, après pour le reste, vous avez demandé que vous soyez considérés parfois plus comme des acteurs clés. Nous aussi, on le souhaite. Nous aussi, je l'ai dit tout à l'heure, on ne souhaite pas être simplement considérés comme des payeurs complémentaires, et on souhaite que les pouvoirs publics nous considèrent comme des acteurs autonomes, responsables. On est les principaux payeurs dans cette affaire optique audio-dentaire, et donc on souhaite avoir des marges de manœuvre pour pouvoir mener avec vous le dialogue le plus utile, intéressant, responsable possible, et qu'on ne soit pas tous hyper contraints par une régulation excessive. Jean-Michel Klein. Merci. Eric l'a rappelé, et il le sait, je suis très engagé dans la formation médicale continue, puisque j'ai des postes officiels à ce niveau-là. Je pense que le moyen de faire évoluer les pratiques, c'est la formation, qu'on rentre dans un système qui ne sera plus monolithique, inscrit pendant 50 ans, gravé dans le marbre, et que l'évolution des pratiques sera permanente. Donc moi, je propose qu'il y ait des registres de données qui soient établis, avec de nouveaux métiers là aussi, c'est-à-dire de ce qu'on appelle les data manager platforms, qui vont interpréter, extraire ces données pour améliorer en permanence la qualité. Et la qualité de la pratique se fera au fil de l'eau. Je considère, mais je n'accuse personne, que les médecins, comme tous les autres professionnels de santé, ont été infantilisés depuis 50 ans, et qu'il est grand temps que maintenant on sorte un peu de la peur de l'administration et qu'on commence à proposer des choses qui soient non pas dans l'intérêt des praticiens, mais qui soient dans l'intérêt des patients. Donc il faut sortir de l'ombre et reprendre un pouvoir médical sur la santé en France. Éric Bizaguet. Peu de choses à rajouter. En fin de compte, la formation, c'est l'élément clé. Il faut prendre conscience aujourd'hui que notre métier va évoluer. Il va évoluer sous la pression des pouvoirs publics. Il va évoluer sous la pression du patient. Il va évoluer sous la pression également de la technologie.
J'insiste beaucoup. Par exemple, demain, il y aura une table ronde sur la téléaudiologie, qui quand même est un moyen, quand vous dites qu'il faut une évolution de notre métier, de nos pratiques, ben c'est un exemple typique où vraiment on va avoir des transformations très importantes à court terme. Il faut préparer notre profession à cela. La nomenclature, ça ne se réécrit pas tous les 36 du mois, ça se réécrit dans le temps. Il faut être suffisamment large d'esprit, comme l'ont été nos maîtres en 1967 quand ils ont fait la loi, pour nous permettre de vivre longtemps au bénéfice du patient. Je pense que formation d'abord. Louise Godino, le mot de la fin est à vous. Il faut laisser un peu de temps au temps, ou est-ce que le compte à rebours est toujours lancé? Bon, un petit mot pour nos invités. Hein. Pour l'audioprothèse, le principal payeur, c'est le patient, et de loin. Le double des complémentaires, 60-30. Mais je crois que moi j'ai l'impression qu'on est en train, déjà nous en tout cas, les pouvoirs publics je ne sais pas, Madame Lignol-Leloup vient demain, mais en train de, le reset il est déjà fait, vous êtes là, hein, vous êtes là, je crois que ça c'est essentiel. J'ai eu l'occasion de rencontrer votre président, Monsieur Bernard Spitz, qui dans une tribune au Monde d'aujourd'hui cite notre congrès, donc je le remercie puisque il cite l'innovation technologique dans l'appareillage auditif qui est au rendez-vous au congrès qui a lieu aujourd'hui. Donc vous achetez le Monde, le congrès y est grâce à Monsieur Spitz. Donc on peut dire qu'on commence déjà à collaborer là. Donc pour en revenir à votre question, Sylvie, nous venons de très 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 loin. Hein. La dernière modification de la nomenclature audioprothèse, c'était en 2004. Donc aujourd'hui, l'administration n'a pas la connaissance, tout simplement. Donc l'administration, elle manque beaucoup d'outils. On l'a bien vu pour les premiers contacts très, très inquiétants qu'on a pu avoir, mes collègues et moi, avec eux le 9 mars dernier. Donc ils sont en train de travailler beaucoup, hein, je crois qu'ils sont présents d'ailleurs. Donc ça c'est, mais c'est vrai que c'est quand même... la co-construction en 15 jours, c'est très difficile quand on part de très loin et que l'administration n'a pas de documents récents et une idée claire et actuelle du métier. Donc c'est vrai que nous poussons, nous avons déjà écrit en ce sens tous ensemble, tous les représentants de la profession à Madame Lignol-Leloup pour dire que d'avoir un petit peu plus de temps, ce serait bien, que peut-être qu'on peut co-construire plutôt jusqu'à fin mai que jusqu'à la semaine prochaine et que les textes soient publiés ensuite, puisqu'on a compris qu'il y avait une volonté d'annonce cet été. C'est ce qu'on va lui dire demain, puisqu'on a la chance demain d'avoir la visite de la directrice de la Sécurité sociale, Madame Lignol-Leloup, pour la première fois. Donc elle viendra faire une visite de l'exposition et ensuite il y aura un échange de paroles dans cette salle entre la profession et elle-même. Donc c'est ce qu'on va lui demander. Voilà. Merci. Bien, merci à vous, messieurs. Voilà, j'espère que cette table ronde vous a permis de mieux appréhender les positions des uns et des autres. Merci à toutes et à tous. Au revoir.